Alors bonjour, je vais vous parler du catabolisme des protides. Alors ici, je vous ai présenté la photo de Monsieur Krebs qui a découvert le cycle de Krebs. Il a même obtenu le prix Nobel pour cette découverte en 1951. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il a découvert avant le cycle de Krebs, en 1932, il a découvert le cycle de l'urée. Alors vous l'avez compris, je vais vous parler aujourd'hui du cycle de l'urée qui est une des formes d'élimination de l'azote après le catabolisme des protides. Alors, d'où viennent les acides aminés qui sont catabolisés, sachant qu'on ne fait pas de réserve d'acides aminés, contrairement aux glucides et aux lipides. Alors, ils proviennent principalement d'une source alimentaire. 75% des acides aminés qui proviennent de cette source alimentaire vont être recyclés. Il y a une notion importante d'acides aminés essentiels à bien connaître. Et 25% des acides aminés vont être utilisés pour la synthèse de composés azotés qui seront importants. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi une source endogène d'acides aminés provenant donc des protéines vieillissantes des muscles par exemple et qui doivent être recyclées, éliminées. Alors c'est ce qui se passe notamment lorsqu'il y a un jeûne prolongé. Alors ces acides aminés vont être catabolisés pendant un jeûne, c'est ce que je vous ai dit, jeûne prolongé, ou lorsque vous avez un apport alimentaire trop important. Et on va se servir des acides aminés, soit pour faire de la néoglucogénèse, dans le cas d'un jeûne prolongé, soit pour faire de la cétogénèse, ou alors encore pour fabriquer des composés azotés importants. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on fait du catabolisme. Alors, comment faire? Alors, un acide aminé, je vous rappelle qu'il possède une fonction amine, une fonction carboxylique et une chaîne carbonée. Alors, pour la fonction alpha-aminée, il y a trois possibilités. Soit réaliser de la transamination, c'est-à-dire, on verra tout à l'heure comment on fait, c'est-à-dire transférer ce groupement amine sur un alpha-acétoacide correspondant à l'acide aminé. Donc, élimination de la forme amine. Alors, ça, c'est valable pour tous les acides aminés, sauf la lysine. La deuxième possibilité, c'est de réaliser une désamination qui peut être oxydative, dans le cas du glutamate, c'est celle qui va nous intéresser principalement, et la désamination non oxydative dans le cas de la sérine, la cystéine, la thréonine. Il faut savoir que l'azote est un composé qui est en tout sous forme d'ammoniac. Il va être un composé qui va être toxique, notamment pour le système nerveux central, donc il faut absolument l'éliminer. Et l'élimination se fera soit sous la forme d'urée au niveau du foie, soit sous la forme d'ammonium notamment. C'est l'ammoniogénèse rénale. Pour la chaîne carbonée, alors le catabolisme conduit à la formation en fait de 7 composés intermédiaires qui peuvent emprunter des voies différentes. Alors l'alpha-cétoglutarate, l'oxaloacétate, le fumarate, le succinyl-CoA, qui sont des composés intermédiaires du cycle de Krebs, eh bien, et le pyruvate, eh bien, seront utilisés pour la synthèse de glucose. Tous les acides aminés qui donnent ces composés vont être dits glucoformateurs. Certains acides aminés, par contre, sont dits cétoformateurs. Ils vont produire l'acétoacétyl-CoA et l'acétyl-CoA. Alors l'acétyl-CoA pourra servir d'unité structurelle pour fabriquer des corps gras. Si on mange trop de protéines, on peut fabriquer donc des lipides. Ou on peut fabriquer des corps cétoniques, donc à partir d'acétoacétyl-CoA. Alors, c'est très simple, il existe deux acides aminés qui sont cétogènes, c'est la leucine et la lysine. Et puis vous avez des acides aminés qui sont à la fois cétoformateurs et à la fois glucoformateurs. Alors, ce sont les acides aminés aromatiques, c'est-à-dire la tryptophane, la phénylalanine, la tyrosine, et un autre acide aminé qui est plutôt un acide aminé aliphatique, l'isoleucine. Donc je répète, les acides aminés cétoformateurs et glucoformateurs, c'est tryptophane, phénylalanine, tyrosine et isoleucine. Les acides aminés qui sont cétoformateurs, c'est la leucine et la lysine, et tous les autres acides aminés sont glucoformateurs, purs. Alors, on va dire un mot très rapide sur la fonction carboxylique. Donc, je vous ai expliqué comment éliminer la fonction amine, on va y revenir.
Comment éliminer la fonction carboxylique? Eh bien, par décarboxylation. Alors, la décarboxylation est un processus qui n'est pas obligatoire. Néanmoins, faire une décarboxylation, ça permet de produire ce qu'on appelle des amines biogènes. Ces amines biogènes, alors il y en a plusieurs dans le tableau qui sont décrits. Dans ces cas-là, on ne parle plus finalement d'élimination des acides aminés ou de catabolisme des acides aminés, c'est plutôt un recyclage d'acides aminés pour fabriquer des composés qui sont utiles. Alors je vais vous donner un exemple, l'exemple de l'histidine décarboxylase, qui est une enzyme que l'on trouve dans les mastocytes. Cette histidine décarboxylase va produire de l'histamine à partir de l'histidine, l'histamine étant un composé important qui intervient au moment des réactions allergiques. Alors l'histidine décarboxylase est une enzyme qui est liée à un coenzyme qu'on appelle le phosphate de pyridoxal, comme toutes les décarboxylases ici. Et cette décarboxylase va libérer un ion bicarbonate. Voilà, donc un exemple de décarboxylation. Je rappelle, ce n'est pas obligatoire. Je rappelle, ce n'est pas une forme de catabolisme des acides aminés. C'est simplement un recyclage des acides aminés pour fabriquer ce qu'on appelle des amines biogènes qui sont utiles pour l'organisme. Alors pour la fonction amine, c'est ce qui va nous intéresser le plus ici. Je vous ai dit, il y a deux phases. Il y a la phase où on va enlever la fonction amine de l'acide aminé, donc transamination et désamination, et on parlera ensuite de la phase d'élimination. Alors la transamination, c'est un processus de transfert qui est réversible d'un groupement amine, d'un acide aminé vers un alpha-cétoacide. Donc par exemple ici, l'acide aminé, l'acide aspartique, va transférer sa fonction amine sur un alpha-cétoacide qui est l'alpha-cétoglutarate. Donc du coup, on va donner l'oxaloacétate, issu de l'acide aspartique, et l'alpha-cétoglutarate va donner le glutamate, donc qui est un acide aminé. Autrement dit, le glutamate est un acide aminé qui va transporter la fonction amine qui est issue de l'acide aspartique. Les transaminases possèdent un coenzyme qui est le phosphate de pyridoxal, et elles ont une spécificité de réaction qui est le transfert donc, de la fonction amine, et elles ont une spécificité de substrat qui est absolue. Ce qui nous intéresse ici, c'est transférer le groupement amine sur le glutamate, qui est une forme de transport, si vous voulez, de la fonction amine. Voilà, donc les transaminations, vous en avez deux qui sont essentielles, que vous devez connaître. C'est celle catalysée par l'aspartate aminotransférase et celle catalysée par l'alaline aminotransférase. Ce sont deux réactions qui doivent être connues. Parlons maintenant de la désamination. Il y a plusieurs étapes. La phase 1 correspond donc à transporter les fonctions amines vers le foie ou les reins. Donc en fait, je vous ai expliqué que la fonction amine ne peut pas se promener tout seul dans le sang. L'ammoniac est dangereux pour l'organisme, pour le système nerveux central. Il faut absolument transporter cette fonction d'une façon ou d'une autre, depuis les tissus périphériques ou depuis les muscles, vers le foie ou le rein. Alors on va commencer depuis les tissus périphériques. Alors la première, il y a deux réactions successives qui vont se dérouler. Il y a la première qui consiste donc à transférer, là ici, l'ion ammonium sur l'acide glutamique pour former la glutamine. Alors cette réaction est catalysée par la glutamine synthase. La glutamine va passer dans le sang et va rejoindre donc le foie ou les reins, et une fois arrivées à destination, eh bien, elles sont prises en charge par la glutaminase qui va enlever la fonction amine qui avait été chargée par l'acide glutamique. Donc on va régénérer comme ça le glutamate et on va libérer donc au niveau du tissu de choix l'ammonium. Dans le cas des tissus périphériques, vous avez la fonction amine qui est ici, qui est donc prise en charge par l'acide glutamique. Donc si vous voulez, l'acide glutamique est une forme de véhicule de la fonction amine, donc va être transféré pour former la glutamine. La glutamine va passer dans le sang et donc rejoindre les deux tissus. Dans le cas du rein, eh bien, on va faire de l'ammoniogénèse, on va en reparler un tout petit peu plus tard, et dans le cas du foie, eh bien, on va faire de l'uréogénèse. Alors dans le cas des muscles, c'est un petit peu différent. Un muscle en repos va passer par la glutamine, comme je viens juste de vous le décrire, mais dans le cas d'un muscle en activité,
eh bien, on va parler d'un cycle glucose-alanine. Alors, ce cycle permet d'exporter donc le NH3 vers le foie, tout en fournissant en même temps du glucose aux muscles qui sont en activité. Alors, ce qui va se passer, c'est que le pyruvate musculaire va être transformé en alanine grâce à une transaminase, l'ALAT. L'alanine va être envoyée vers le foie. L'alanine donc hépatique est transformée en pyruvate grâce à la late. Et puis le pyruvate va rentrer dans la néoglucogénèse. On va produire du glucose au niveau du foie. Et le foie va relibérer du glucose à destination des muscles en activité. Voilà, donc on va à la fois transférer l'amine du muscle vers le foie sous la forme d'un transporteur qui est l'alanine, donc c'est un cas particulier, et en même temps on va alimenter le muscle de glucose. Alors si on résume, vous avez dans le cas des muscles notre navette alanine glucose, et dans le cas des autres tissus, eh bien la forme de transport de l'amine c'est la glutamine. Donc voilà, on a transféré l'amine soit par transamination, soit par désamination, donc finalement sur l'acide glutamique. Et maintenant, il s'agit de réaliser de l'élimination de cette amine, donc cet ammoniac ou cet ammonium, soit par uréogénose, soit par ammoniogénèse. Alors, petite remarque préliminaire, vous l'avez bien compris, l'acide glutamique va jouer un double rôle. Il est à la fois substrat de la glutamine synthèse pour récupérer finalement à la fin l'équivalent de deux fonctions amines, puisque la glutamine aura deux fonctions amines, l'une apportée par le glutamate, l'autre apportée par l'ammoniac. Ou l'acide glutamique peut aussi être le produit de transamination, et qui donc récupération d'une amine d'un autre acide aminé qui va être transféré pour former le glutamate, et le glutamate peut donc rejoindre également les tissus, donc notamment le foie. La glutamine, nous en avons parlé. Voyons le glutamate. Je viens juste de vous expliquer que finalement le glutamate peut être également une forme de transport sous la forme de transamination, une forme de transport de l'amine. Donc le glutamate peut être pris en charge par la glutamate déshydrogénase au niveau du foie. Et c'est une réaction principale de désamination qui est assurée par la glutamate déshydrogénase, qui est une enzyme qui désamine le glutamate en alpha-cytoglutarate. Alors l'avantage, c'est que l'alpha-cytoglutarate va donc rejoindre éventuellement le cycle de Krebs, pour faire alimenter le cycle de Krebs. Alors, cette glutamate déshydrogénase est l'enzyme clé finalement de ce processus, puisqu'elle est activée par l'ADP et elle est inhibée par le GTP. Alors, la troisième phase consiste donc en l'uréogénèse dans le foie. Donc, le processus est une voie métabolique qui est exclusivement hépatique et dont les enzymes se répartissent entre la matrice mitochondriale, le cytosol et la membrane du réticulum endoplasmique. Alors, l'azote est apporté sous la forme d'ammonium grâce à la glutamine, donc au niveau des mitochondries du foie. Le premier azote sera incorporé par la carbamylphosphate dans la citrulline. Le deuxième azote sera apporté par le glutamate qui va transférer la fonction amine par transamination sur l'acide aspartique, et l'acide aspartique va alimenter le cycle de l'urée. La première réaction donc de cette uréogénèse est catalysée par la carbamylphosphate synthétase 1 qui est mitochondriale et qui participe à l'uréogénèse. Alors elle catalyse une condensation d'un ion bicarbonate avec l'ammoniac en carbamate, puis elle active ce carbamate en carbamylphosphate. Alors l'activation est possible grâce à de l'ATP qui va libérer donc des protons dans la matrice. Et la liaison riche, la liaison anhydride d'acide mixte donc du produit, est riche en énergie et servira pour l'étape suivante. Donc cette carbamylphosphate synthétase 1 est mitochondriale. Donc c'est une réaction qui est très fortement exergonique, donc qui est irréversible, et qui va nécessiter la catalyse de 2 ATP en 2 ADP. La deuxième réaction est catalysée par l'ornithine carbamyltransférase, qui est une enzyme des mitochondries, des hépatocytes.
Alors cette enzyme va catalyser une condensation du carbamylphosphate sur l'ornithine pour la synthèse de la citrulline. Cette synthèse est possible grâce à l'énergie libérée par la liaison anhydride mixte, qui est riche en énergie, qui a été produite précédemment, qui se trouve au niveau du carbamylphosphate. La troisième réaction donc se déroulera dans le cytoplasme. Donc la citrulline va quitter la mitochondrie et va être le substrat d'une enzyme qui sera condensante, qui s'appelle l'argininosuccinate synthétase. Alors on va former comme ça, par condensation de la citrulline et de l'acide aspartique, pour former donc de l'argininosuccinate. C'est une réaction qui est très endergonique, et donc il faut absolument la coupler à l'hydrolyse de l'ATP pour pouvoir la rendre possible. Et il y aura la libération d'un ion pyrophosphate. Alors la quatrième réaction est catalysée par argininosuccinate liase, donc qui va donc cliver la molécule d'argininosuccinate en fumarate et en arginine. Alors enfin la dernière réaction donc, qui est catalysée par l'arginase, qui est une enzyme de la membrane du réticulum endoplasmique, des hépatocytes. Donc elle hydrolyse l'arginine en ornithine et en urée, puis excrète celui-ci dans la lumière des cytones du réticulum endoplasmique vers l'extérieur des cellules. Donc l'ornithine est libérée dans le cytoplasme et lui de nouveau capté par la mitochondrie. Alors pour le bilan de l'uréogénèse dans le foie, c'est un peu compliqué, tout dépend d'où on part. On va faire simple. On va considérer qu'on va partir de la condensation par la carbamylphosphate synthétase. Donc ici on a la consommation de 2 ATP. Donc on doit également, donc ça on a apporté donc le premier amine. La deuxième amine est apportée par l'acide aspartique, comme je vous l'ai dit. Donc on va produire ainsi, donc on va faire rentrer de l'acide aspartique et produire du fumarate et de l'urée. Et pour réaliser la condensation donc de la citrulline à l'acide aspartique, eh bien on consomme encore une molécule d'ATP, donc on en est à 3 molécules d'ATP. Et il faut savoir que la dernière réaction par le pyrophosphate va donc libérer une deuxième source d'énergie. Donc globalement, on peut considérer qu'on a engagé réellement 3 ATP, plus libéré d'un pyrophosphate. Alors lorsque le fumarate, lui, est transformé en oxalacétate dans le cycle de Krebs, pour régénérer l'aspartate après transamination, il va en résulter la formation d'une molécule de NADH plus H+. Ce NADH plus H+, va donner l'équivalent de 3 ATP. On a engagé donc l'équivalent de 4 ATP. Donc finalement, pour arriver à éliminer un ion ammonium libre et donc de l'amine de l'acide aspartique, eh bien, sous la forme d'une molécule d'urée, eh bien, on n'a consommé réellement qu'une molécule d'ATP. Alors, je vous ai parlé de l'uréogénèse, parlons maintenant de la monogenèse rénale, ça va être très rapide. En fait, la glutamine donc, va libérer, grâce à la glutaminase dont on a déjà parlé, l'ammoniac au niveau donc, du rein, et cet ammoniac va être donc éliminé sous la forme d'ammonium, donc directement dans les urines. Alors la dégradation des acides aminés permet également la formation de composés azotés importants comme le nucléotide. On voit que les bases puriques nécessitent la glycine, la glutamine et l'acide aspartique, et les bases pyrimédiques, la glutamine et l'acide aspartique. On a la formation également du glutathion, qui est un pseudo-tripeptide, qui est formé de la condensation d'un acide glutamique, d'une cystéine et d'une glycine, et qui interviennent dans de nombreux processus de détoxification et d'élimination d'espèces réactives de l'oxygène, qui est également formation de créatine, notamment le phosphate de créatine, qui est synthétisé dans les cellules à partir d'acides aminés. Alors dans sa structure, on retrouve la molécule de glycine, dont l'azote est substitué par le noyau guanidinium de l'arginine et un méthyle provenant de la méthionine. Donc le phosphate, lui, provient donc de l'ATP. Voilà, bon courage.